Et je me tourne naturellement vers Vincent Hervouet, bien sûr, avec cette photo que vous avez vue. Photo en noir et blanc, photo tout à fait étonnante dans le bureau ovale. Et je vais la commenter pour nos amis d'Europe 1, sans doute qui peuvent la découvrir peut-être si ils sont à l'antenne de CNews. Est-ce que nous l'avons, cette photo? Voilà, voici. Donc, c'est quelques minutes après cet attentat, et vous voyez le président Trump qui est encore en smoking, qui est en train de regarder les images précisément de l'attentat, même si l'homme qui a attenté à sa vie n'est pas entré dans la salle. Hein, c'est important quand même de le dire. L'homme n'est pas entré dans la salle. C'est-à-dire qu'il n'a pas échappé directement, comme la dernière fois, à la mort, lorsqu'il avait pris un tir qui lui était destiné. Donc l'homme n'est pas rentré. Mais cette image est tout à fait sidérante, Vincent Hervouet. Et... Elle est fascinante parce que d'abord, elle a un petit côté old-fashioned, on dirait, tous ces hommes blancs en smoking autour du président. C'est le gouvernement américain, en fait, qui est représenté là. Il regarde et visionne une vidéo donc, sur le téléphone, une prise de vue où on voit justement l'assaillant. Et c'est ça que tous regardent avec beaucoup de curiosité. Vous reconnaissez le vice-président, le secrétaire à la guerre, le secrétaire aux affaires étrangères, le ministre provisoire de la justice, un vieil ami de Donald Trump. C'est vraiment son cercle rapproché. Et on sent qu'ils vivent un moment, comment dire, c'est presque une scène à la Kennedy. Oui, je suis assez d'accord. Et en plus, il y a la mythologie du bureau ovale. Alors, on ne va pas revoir forcément les images parce qu'on les a beaucoup vues tout le week-end. Non, mais on regarde la photo et on se dit que ça va lui porter chance, évidemment. C'est-à-dire que quand vous avez échappé une fois, deux fois, trois fois à un attentat, vous dites oui, que parce que plus rien c'est une scène mythique. En fait, l'attentat contre le président des États-Unis, depuis 60 ans, c'est presque une scène symbolique des États-Unis modernes, bien qu'en fait, pas moderne d'ailleurs, puisque le premier président avait lui-même été assassiné. Lincoln, oui. C'est presque une scène rituelle, et le fait que Trump ait été si souvent attaqué, alors c'est vrai que les 3 dernières fois, il n'a pas essuyé un tir, mais à 4 reprises déjà, il a été la cible d'un homme armé. Il était en tout cas destiné à être... la cible. C'est bizarre qu'il n'y ait pas une autre comparaison qui vous vienne à l'esprit, parce que ça fait très peinture religieuse, je trouve. Oui, on dirait le Christ placé avec ses apôtres. C'est une scène qui va rester, c'est une plaque. Oui, on voit des tableaux comme ça au Louvre, une plaque, en abondance. Une plaque. Mais alors, c'est drôle, vous avez travaillé après Océan Nantes. Il y avait un journaliste qui s'appelait Keriazis, qui disait « j'ai la plaque en sortant ». La plaque, c'est un terme de métier. Bien sûr, c'est un terme de métier. Pour les photographes, c'est le cliché, quoi. C'est la plaque. C'est la plaque. Bon, 4 présidents américains ont été assassinés. Abraham Lincoln en 1865. 16 ans plus tard, James Garfield, qui n'est pas passé forcément à la postérité, et William McKinley, qui est tué également en 1901. Évidemment, Kennedy, en 1963. C'est la 6e attaque dont est victime Trump. Alors, est-ce que celle-là, on la classe comme une attaque? Parce que je l'ai dit, la personne n'est pas entrée directement dans le... Non, il n'a pas réussi à croiser le président. Voilà. Reagan en 80, et c'était d'ailleurs devant le même hôtel Hilton de Washington que le président Reagan a été... D'où la nécessité de construire une salle de bal à la Maison-Blanche, qui sera hautement sécurisée et qui n'aura pas des chambres à l'étage où pourra se cacher le tueur. C'est ce qu'a expliqué dans la tradition. Il y a eu une image, d'ailleurs, que vous avez peut-être vue de Reagan, qui était dans une salle un jour, qui est en train de faire un discours, et puis il y a un tir, visiblement, je ne sais pas s'il lui était destiné ou pas, et puis il ne s'interrompt quasiment pas, il dit « mais ». Et puis il passe à autre chose, donc toute la salle sourit. Non, mais hier, de la même manière, Donald Trump est resté un pas vide. Oui, bien, exactement. Donc Reagan, et puis les présidents français assassinés, ou les chefs d'État assassinés. Bon, les chefs d'État assassinés le plus célèbre, je pense... Louis XVI. Oui, ça, il a raison. Ça, c'est bon. Non, le chef d'État, un autre débat, je dirais. Le chef d'État le plus célèbre français assassiné, c'est Henri IV, évidemment. C'est Ravaillac. Mais vous avez dit Louis XVI, et effectivement, on peut retenir cela. Sadi Carnot est assassiné en 1894. Il était président de la République. Il a été poignardé à Lyon. Tentative d'assassinat de Jacques Chirac en 2002, évidemment de Charles de Gaulle. C'est passé. Quelle était sa phrase au petit Clamart? Cette fois, c'est passé près, je crois. Bon. Donc, voilà. Donc, écoutez, Trump... Les poulets sont encore vivants. Pardon? La phrase qu'on retient au petit Clamart, c'est « les poulets sont encore vivants ».
Oui. C'est la phrase d'Yvonne de Gaulle. Oui. Mais c'est vrai Elle parlait non pas de la police, mais de ce qu'allait faire le menu du week-end. Bien sûr. Oui, les poulets sont encore vivants, bien sûr. Et c'était au Petit Clamart avec la déesse. Et c'est ce qui a fait d'ailleurs que l'élection au suffrage universel a ensuite été une option pour Charles de Gaulle. Je vous propose d'écouter Donald Trump qui était sur le CBS et qui a parlé de son assaillant. J'ai lu son manifeste. Il s'est radicalisé. C'était un chrétien, un croyant. Puis il est devenu anti-chrétien. Il a beaucoup changé. Il a traversé beaucoup d'épreuves. D'après ce qu'il a écrit, son frère s'est plaint de lui. Et je crois qu'il a dénoncé à la police. Et sa sœur s'est également plainte de lui. Sa famille était très inquiète. C'était probablement quelqu'un de très malade. Puis, que dites-vous, Éric Nolot ? Je disais qu'il y avait deux traditions funestes aux États-Unis, c'est l'attentat contre les présidents, réussi ou raté, et les failles de sécurité quand même. Excusez-moi, mais la manière dont il franchit le premier barrage, c'est quand même impressionnant. En courant, tranquillement quand même. Mais un homme, comment dire, vous ne pourrez jamais tout sécuriser à 100%. Non, un homme seul qui veut entrer n'importe où. D'ailleurs, il a dit loup solitaire et c'est exactement ça. Alors, il est rentré, mais il a quand même été arrêté après. Oui. Il n'est pas allé jusqu'à la salle de bain et il n'a pas été tué d'ailleurs. Donc, en France aussi, on a déjà eu des personnalités, par exemple dans la foule. Le président a déjà, Emmanuel Macron a été giflé, Nicolas Sarkozy a aussi été attrapé. Donc, ça peut arriver. Malheureusement, le risque zéro, en effet, n'existe pas. Après, là, c'est dans un événement qui est organisé. C'est là la grande différence, c'est que dans un hôtel où, en plus, il y a déjà eu une assassinat. De ce que j'ai compris, l'hôtel n'avait pas été intégralement privatisé. Il était possible pour d'autres personnes que les participants à la réunion de louer des chambres et du coup de s'organiser. C'est peut-être ça la faille. Richard Millet. Il y a une chose qui me frappe, c'est que si vous mettez sur cette fameuse photo en noir et blanc Harrison Ford à la place de Trump, vous êtes déjà dans le film ou la série. C'est-à-dire qu'on ne sait plus si la réalité imite la fiction ou l'inverse. Ça veut dire qu'il y aura déjà probablement une série qui est en cours. Vous voyez, tout est comme ça. Et c'est ça qui est fascinant avec les États-Unis. Oui, mais non, mais c'est... Qu'est-ce que vous voulez dire ? Bien sûr que parfois, la réalité, on a l'impression d'être... Mais aux États-Unis, particulièrement. Oui. Écoutez, je suis allé une fois seulement aux États-Unis, à Minneapolis, dans une ville chère à notre ami Eric, et j'ai eu l'impression de ne pas aller aux États-Unis. Pourquoi ? Parce qu'à force de voir des séries, des films qui s'y passent, j'avais l'impression d'être dans des décors de films. Donc, au fond, j'aurais pu m'abstenir d'y aller. Et c'est ça qui est terrifiant avec les États-Unis. C'est à la fois fascinant et inquiétant parce qu'on ne sait plus où est le réel. Voilà. La rumeur d'un complot a tout de suite surgi avec les théories les plus délirantes. Et pour cause, parce que, en fait, Donald Trump va dans un endroit où il est accueilli par des gens qui le détestent. C'est la presse de Washington n'est pas très favorable au président et qu'il appelle d'ailleurs l'ennemi du peuple. Et de la même manière que Kennedy à Dallas allait voir les Texans qui le détestaient. Donc vous avez quand même... Au départ, il y a cette scène de confrontation assez violente et il y a l'attentat. Et la rumeur de complot, elle est naturelle parce que c'est un pays où on est complotiste. Les 3/4 des Américains ne croient pas que Lee Harvey Oswald a tué Kennedy tout seul et les 3/4 des Américains ne croient pas à la thèse officielle du 11 septembre. Aussi surprenant. Plus des 2/3. Entre les 2/3 et les 3/4. Je vous retrouve la statistique. Mais ils croient quoi alors ? Ils croient qu'on leur a menti. Mais ils croient que les papiers d'identité des terroristes que les pompiers auraient retrouvés dans les décombres du World Trade Center, eh bien, c'est une histoire bidon. Et ils ont de bonnes raisons de penser ça. C'est-à-dire ? Vous pensez vraiment que les papiers d'identité des terroristes, on les a retrouvés au milieu des décombres ? Mais je n'en sais quoi. Précisément, je n'en sais rien. Mais la vous thèse... en doutez. Mais... Comme tout le monde. Non, mais c'est toujours pareil, les complotistes. Vous allez prendre un détail pour remettre tout en cause. Mais la vérité, c'est que c'est un attentat. Non, je ne vous dis pas vous, mais la thèse officielle, quand il n'y a même pas de thèse officielle, l'explication officielle, je ne la remets pas en cause. Mais non, mais sauf si vous avez des informations à nous donner. Je vous dis que que la plupart des Américains, une majorité d'Américains ne croient pas. Mais vous au discours officiel sur le 11 septembre. D'accord. Et vous ? Je ne vous dis pas que j'ai la vérité sur le 11 septembre. Oui. Je vous dis simplement que les Américains sont complotistes. Mais vous ? Sur le 11 septembre. Mais j'en sais foutre rien, j'ai pas enquêté sur le sujet et je n'y crois pas.
Je ne crois pas à ce détail des papiers d'identité de M. Atta. J'ai enquêté sur rien non plus et je crois en rien. À ce moment-là, je ne crois pas à l'histoire qu'on me raconte dans aucun domaine. Moi, ça rejoint ce que dit Richard. C'est-à-dire que la série commence. Dès que le fait réel est advenu, la série commence. Est-ce qu'on peut l'écouter? On l'a écouté, Trump, ou pas? Oui, on l'a écouté. Alors, il parle au téléphone régulièrement maintenant. À Fox News, c'est drôle parce que moi, j'aimerais bien l'avoir au téléphone. Au téléphone, il parle à un président. Vous n'avez jamais appelé? Non, mais jamais. Mais les présidents, ils ne m'appellent pas. C'est drôle parce que le président Macron ne parlerait pas au téléphone, par exemple. Il parlerait. J'imagine mal au téléphone avec une chaîne d'infos. Exactement. Après, on peut essayer. On pourrait. Mais en direct. Oui, on peut l'appeler. On peut l'appeler. Ah, mais attendez, on n'a jamais essayé ça. Et si on appelait? Il vient pas ici, mais c'est pas très respectueux. C'est pas très protocolaire. Parce que moi, voilà, c'est pas très protocolaire. Je pense que Il est dans le sud-ouest, il va en Andorre aujourd'hui. Il est à Andorre, pardon. il est à Andorre. Mais moi, j'ai marqué, ça serait si bon. Il n'y a pas de décalage horaire. Non. Bon. Écoutons Trump au téléphone sur l'antenne de Fox News. Ce type est vraiment dérangé. Quand on lit son manifeste, on voit bien qu'il déteste les chrétiens, ça c'est sûr. Il déteste les chrétiens et c'est une véritable haine. Et je crois que sa sœur ou son frère s'en plaignait d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Ils s'en sont même plaints aux forces de l'ordre, donc c'était vraiment un type très perturbé. Oh. Ah. Le débat continue. Le débat continue. Non, mais il faut dire que le complotisme a une vertu, c'est qu'il rend la réalité plus intéressante. Alors, non seulement il rend la réalité plus intéressante, mais les complotistes sont ceux qui détiennent une vérité que les pauvres idiots de mortels, eux, ne connaissent pas. Donc c'est formidable. Le complotisme, c'est une manière de réenchanter la vie, que je trouve extraordinaire. Moi, je trouve qu'on peut la réenchanter d'autres manières. Je suis d'accord avec vous. Mais ça, c'est merveilleux. Non, mais je suis d'accord avec vous, parce que vous et moi, on n'est pas très paranoïaques et très peu complotistes. Mais quand vous avez un complotiste dans un dîner, forcément, il a le bel avantage, parce qu'il dit, enfin, tu peux pas croire ça, toi, pas toi. Tu es trop intelligent ou tu connais trop de choses. Tu as bien compris que tout ça. Alors, il t'explique toujours un truc, et il prend un détail, forcément. Un détail qui cloche, il y a toujours un détail qui cloche dans une histoire. Et il tire le fil. Alors après, tu non, mais pas forcément. Moi, alors, à l'arrêt de bus ce matin, monsieur qui me dit, vous allez parler de quoi? Je dis, on va surtout parler de Trump. Il me dit, enfin, cette histoire d'attentat, tout ça, c'est du cinéma. Et même pas de détails, là. C'est du cinéma. Alors là, c'est vraiment la thèse de Richard Millet. Pour lui, il n'y a pas d'histoire, c'est même pas la peine d'enquêter. Tout ça, c'est du cinéma. Donc c'est fini. Et moi, je passe pour un con parce que je lui dis, vous savez, non. Bon, la phrase importante que vous avez dit, c'est quand même dans ce que vous avez dit, le mot important, c'est l'arrêt de bus. C'est que vous venez effectivement en bus. Ah bah tous les matins, je viens en bus, oui. Mais les gens, ils vous parlent dans le bus? Bien sûr, bien sûr. Ils parlent de vous parfois. Même. Ils sont gentils. Mais la vraie curiosité, c'est que vous arriviez à l'heure. Ils sont gentils. Ben là, on est un peu en vacances, ça roule très bien. Je vous recommande bien ça. Bon, est-ce que vous voulez voir peut-être le portrait du suspect avec Sarah Fenzari? Parce que il est intéressant, ce suspect, il a déjà évolué un peu. C'est un complotiste lui-même. Non mais réellement. Oui, écoutez, je veux bien on peut faire une émission sur... Non, mais les Américains sont persuadés qu'il y a un État profond. Oui, mais ça c'est vrai, l'État profond, c'est pas du complotisme. Ah, bon, que les services secrets agissent dans l'ombre et manipulent tout. Ça c'est du complotisme. Mais moi, tout à l'heure, quand j'ai dit le système, on pourrait dire, par exemple, c'est du complotisme. Certains diront, c'est un test du complot. Non. C'est le système, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est des gens qui partagent le même avis sur beaucoup de sujets. Ils ont des différences, mais sur Trump, sur l'Ukraine, sur CNews, sur Grasset, sur le... Vous avez dit sur le Covid aussi. C'est pour ça que moi, je mettrais quand même une nuance sur la notion de complotiste, parce que pendant le Covid, à une période de la pandémie de Covid, si vous disiez le vaccin n'empêche pas la transmission, on vous taxait de complotiste. Bien sûr, mais on le disait ici. Oui, et finalement, un an plus tard, ça s'est avéré vrai. Donc le complotisme, parfois, je comprends ce que vous dites, évidemment. Il va avéré vrai, pardon, ça c'est... Éric Nolot, il va avérer vrai, il va tiquer. Mais même si Madame Duflot a dit que l'orthographe, la grammaire, on s'en fichait. J'aimerais bien qu'on en parle. Ah oui, c'est un bon sujet. Ah oui, ça c'est un très bon sujet. Tiens, je le dis pour Marine. On va le faire tout à l'heure, effectivement. Ça, c'est un très bon sujet. L'orthographe est discriminatoire. Ça, c'est un très, très, très bon sujet. On est au cœur de l'idéologie. C'est un sujet. Bon, voyons le portrait du suspect de Sarah Fenzari. Cole Thomas Allen, un nom et un visage inconnu jusqu'à samedi soir. Mais qui est l'homme qui a tenté de s'en prendre à Donald Trump?
Pour rejoindre Washington, ce Californien de 31 ans a traversé tout le pays en train, de Los Angeles à Chicago, avant d'arriver dans la capitale américaine. Un voyage discret, passé sous les radars, et sur le papier, son parcours est solide, brillant même. Diplômé du California Institute of Technology, en 2017, l'une des institutions les plus prestigieuses au monde, puis un master en informatique obtenu en 2025. Sur cette photo, issue d'une de ses publications LinkedIn datant d'il y a 11 mois, l'homme pose fièrement en tenue de diplômé, un étudiant décrit comme sérieux, appliqué et très investi. Ingénieur, développeur vidéo et enseignant à temps partiel, depuis plusieurs années, il donnait des cours de soutien scolaire, jusqu'à être élu professeur du mois fin 2024. Un profil discret, un casier judiciaire vierge, un homme décrit par ses proches comme calme, intelligent, poli. Lors d'une interview téléphonique à Fox News, le président américain a déclaré que Cole Thomas aurait écrit un manifeste antichrétien. Les enquêteurs privilégient la piste d'un acte isolé et tentent encore d'en comprendre le mobile. Et puis il y a le rôle du secret de service que vous connaissez sans doute bien. Vous voulez qu'on voit le sujet de Sharon Camara et puis après vous me dites le secret de service, parce que combien de personnes par exemple sont à votre avis dans cet immeuble? Ah mais tout le quartier, tout le périmètre était bouclé. Combien de C'est personnes sont là? invraisemblable. Combien vous de aviez personnes sont là? vous avez des centaines d'agents. Ouais. Oui, mais c'est pas le secret de service. Il y a aussi la police. Ce qu'on appelle le secret de service. Le secret de service, oui, bien sûr. Vous avez la police de Washington, la garde nationale, il y a plusieurs... Mais dans le bâtiment, combien de personnes sont présentes? Vous voyez le sujet de... Ils sont très nombreux. Oui, c'est Fernand Reynaud qui répond à certains temps. Non, mais quand vous comparez avec la sécurité... Non, mais attendez. Vous avez la sécurité d'un... Non, mais un président n'est jamais un homme seul. Il y a toujours un déploiement autour de lui, de gens qui savent faire et qui ferraillent éventuellement. Mais dans le cas de l'américain, c'est tellement ostentatoire, c'est tellement visible, et c'est lié aussi à l'histoire, à tous les attentats qui inspirent le conspirationnisme, le complotisme des Américains. J'y reviens. Parce que si la presse faisait son boulot, si elle n'avait pas gobé, par exemple, la commission Warren et les conclusions débiles sur l'attentat contre Kennedy, qui enterrait, la commission Warren est faite pour enterrer l'enquête. Si la presse n'avait pas applaudi au travail de la commission, il y aurait peut-être moins de suspicions chez les Américains à l'endroit de l'État profond. Bon, Philippe Labro, et des journalistes. Philippe Labro, un de nos maîtres, qui connaît par cœur ce sujet-là, m'a toujours dit, une fois qu'on a tout dit précisément, il est persuadé que c'est un homme seul qui a tué John Kennedy. Mais cette vérité est trop simple, finalement, pour être admise. Elle est trop simple pour la balistique, oui. Elle est trop simple pour la balistique, c'est le petit problème. Vous n'allez pas contredire Philippe Labro, quand même. Il est tout seul. Il est tout seul, Harvey Aswell. Il faut rappeler aussi que les États-Unis, c'est le pays qui ont fait comme une fausse fiole pour déclencher la guerre en Irak aussi, dans le genre écoutez le sujet. La balistique, je suis pas sûr. Je peux pas vous répondre précisément, mais l'histoire des 3 balles, la théorie des 3 balles, visiblement, elle est fausse. C'est une balle magique qui a tué. Oui, 3 trajectoires différentes. C'est le film d'Oliver Stone. Vous êtes terrible. C'est toutes les enquêtes qui arrivent à la même conclusion. Non, Labro, il connaît un peu, mais il peut pas vous répondre. Et là où il est, on a une pensée. Rôle du secret de service, Sharon Camara. En quelques minutes, ils évacuent le président, son épouse, ainsi que tous les membres du gouvernement présents ce soir-là. Les agents du Secret Service ont pour mission d'assurer la protection du président et du vice-président pendant et après leur mandat. Ils sont également en charge de la sécurité de leur famille. Rattachée au département américain de la sécurité intérieure, l'agence gouvernementale doit aussi enquêter sur les menaces potentielles, organiser la sécurité des chefs d'État étrangers en visite aux États-Unis et s'entraîner à riposter, notamment en cas d'attaque chimique, biologique, radiologique ou encore nucléaire. L'organisme emploie plus de 8000 personnes à travers le monde. Parmi eux, près de 3200 agents spéciaux assurent la sécurité rapprochée, épaulés par 1300 officiers de la division en uniforme. Pour des raisons de sécurité, le nombre exact d'agents du Secret Service chargés de la protection du président américain reste strictement confidentiel.
Pour l'exercice 2026, le Secret Service est doté d'un budget de plus de 3 milliards de dollars, en hausse par rapport à 2025. Une augmentation qui devrait permettre notamment de recruter des agents spéciaux supplémentaires, alors que les États-Unis s'apprêtent à accueillir des événements sportifs majeurs, la Coupe du monde de football cet été et les Jeux olympiques en 2028. Bon, et pendant ce temps-là, on apprend que le roi Charles III et la reine Camilla entament lundi à Washington une visite au contexte on ne peut plus particulier juste après cette attaque. C'est la visite d'État du 27 au 30 avril. Pourquoi ? Parce que c'est le 250e anniversaire de l'indépendance américaine. Oui. Et que les Anglais, ils sont un peu pour quelque chose. Oui, les Français, ils ont pas mal pour quelque chose. Lafayette. Oui. Notamment. Lafayette, nous voilà. 8300 personnes. Membres du Secret Service, 8300. Je pense que même il n'y a pas de... Peut-être à Pékin, mais c'est invraisemblable. Bon, comment est assurée la sécurité du président français ? Évidemment, ça nous interroge. Et là, vous allez voir un sujet de Francis Tiskevich. Le président c'est le GSPR. Il s'agit d'un groupe d'élite composé de policiers et de membres du GIGN. Mais vous voyez là aussi, c'est ça qui est terrible. C'est-à-dire qu'il y a un documentaire qui s'appelle Parti de campagne, que vous avez sans doute vu, en 1974, où vous voyez Giscard qui traverse toute la France tout seul. C'est décontracté. Il est encore candidat, certes. Mais lorsqu'il est élu, il prend sa 604, tout seul. Il n'y a aucun motard. Il prend sa 604. Il va tout seul, je crois que c'est rue de la Bienfaisance, c'était le siège de la campagne. Il descend, tu es élu président de la République. Bon, très bien. Personne n'est là, tout le monde c'est bon enfant, c'est comme le Tour de France. Quand vous voyez ces images-là, vous dites effectivement, il y a quelque chose qui s'est passé dans les sociétés, pas que la société française, hein, bien sûr. Mais il y avait effectivement une absence, en tout cas, de peur ou de risque à l'époque qui faisait que les présidents pouvaient... Il y avait aussi, je pense, un respect de l'autorité naturelle du personnel politique qui faisait que... Voilà. Vous avez évidemment raison. Alors, voyez le sujet de Francis Tiskevich. Nous les voyons en permanence aux côtés du chef de l'État. Facilement reconnaissables, costume cravate, oreillettes et insignes. Ils sont 81 au total, policiers et gendarmes entièrement dédiés à la protection rapprochée du président de la République, dans l'exercice de ses fonctions, comme dans sa vie privée. Tous sont regroupés au sein du GSPR, le groupe de sécurité de la présidence de la République, créé en 1983 par le fondateur du GIGN. Tous les déplacements que l'on fait peuvent être représentés. Il y a toujours un danger permanent. En tout cas, moi, je ne baisse jamais la garde sur tous les déplacements. Lorsque le président de la République va au contact de la foule, le GSPR adopte la position dite du triangle. 3 officiers armés en position serrée autour du chef de l'État pour ne laisser aucun angle mort. En amont, d'autres membres du service de sécurité se mélangent à la foule pour faire du renseignement. Et des tireurs d'élite peuvent être également positionnés sur les toits aux alentours. Un service d'élite, parfois pris par surprise, comme ici en 2011 avec Nicolas Sarkozy. Ou plus récemment en 2021, lorsque le président Macron se fait gifler. Même s'il est indispensable pour la sécurité du chef de l'État, ce dispositif a un coût non négligeable. Selon la Cour des comptes, les dépenses liées au GSPR représentent un budget annuel d'environ 8 millions d'euros. Et c'était un sujet évidemment de François Tiskevich. Et puis parmi les chefs d'État, on se souvient de cette image extraordinaire en janvier 2015. Je crois que c'était Benjamin Netanyahou qui était tenu serré par ses gardes du corps. Vous vous souvenez de cette image aux côtés de François Hollande, qui était une image absolument sidérante de ces hommes qui... Là, il y a un homme qui se met tout de suite devant Trump l'autre soir, hein, parce que ces gens, vous pouvez quand même... ils jouent leur vie. Hein. Oui, mais j'ai dit ils sont prêts à mourir avant, donc il y a toute une polémique sur est-ce qu'ils ont été suffisamment réactifs. Hein. Ben et oui. Donald Trump les a défendus sur CBS hier. Vous voulez voir ce qui se passe. Écoutez, il y a quelqu'un il voulait voir ce qui se passait dans la salle. Il y a un spécialiste de la sécurité... Il voulait voir les journalistes ramper sous les tables. Et vous avez vu qu'il y en a qui partent avec des bouteilles de champagne. Il voulait voir les journalistes voler des bouteilles. Alors ça, c'est après avoir attendu. Mais c'est serré dans la pièce. Mais non, mais alors, bon, pour tout vous dire, je pense qu'ils n'ont pas volé les bouteilles de champagne pour les boire. Non. Je pense qu'ils les ont volées... Pour les garder en relique. Oui, je pense.
Non, mais ça pense que c'est pas pour le mauvais vin californien vieillit mal. Non, mais je pense pas que ce soit pour les 20 euros ou les 30 euros de la bouteille et la boire chez soi. $15. Mais vous rigolez, Pascal, ou pas? Qui n'a pas vu un journaliste prendre d'assaut un buffet, ne connaît rien de la nature humaine. Moi, je l'ai vu. C'est un spectacle affolant, extraordinaire. C'est des gens, ils n'ont pas mangé depuis 15 jours, il y a un buffet, ils se précipitent, ils se goinfrent, ils en mettent dans leur poche. Si vous n'avez pas vu ça, vous ne connaissez rien de la nature humaine. Il n'y a pas que les journalistes. Non, mais je vous dis, moi, ce que j'ai vu. Là, en l'espèce, ceux qui sont partis avec des bouteilles, on a vu les images, et vous les voyez peut-être d'ailleurs défiler, je pense qu'ils voulaient... une sorte de relique. Non, mais ils avaient payé leur dîner. Comment? Appelez-les. Demandez-leur pourquoi ils ont pris les bouteilles. Mais ils avaient payé leur dîner très cher. Dans les deux cas, c'est effectivement, c'est pas convenable. C'est pas. Alors, dans les témoignages que je reçois, il y a quelqu'un qui me dit également: j'ai pu serrer la main de Charles de Gaulle dans une invraisemblable cohue à l'inauguration du barrage de la Rance, sans problème. Ah oui, on pouvait à l'époque serrer la main du général de Gaulle. Toujours. Et un autre témoignage, depuis hier matin, j'entends beaucoup de commentaires sur la sécurité des VIP par des gens qui n'ont aucune idée de ce métier. Le risque zéro n'existe pas, un individu n'a pas franchi les 2 derniers cercles sécuritaires du président. On peut toujours critiquer, mais la sécurité a fonctionné. Il y a eu des failles, mais l'action a été stoppée. Parfait. Tout va bien. On ne dit pas ça. Si. Il est dans un hôtel qui a déjà été le cadre d'un attentat contre un autre président. Il a été victime d'un attentat direct ou de tentative d'intrusion à Mar-a-Lago, etc. Mais tout va bien parce qu'il n'a franchi qu'un barrage. Très bien. Bon, il va être... voilà ce qu'on pouvait dire sur le sujet de Trump et cet attentat manqué. Reste la guerre qui se poursuit. Il y a une rencontre à Saint-Pétersbourg aujourd'hui. Non, là, on est dans la phase diplomatique, on est dans la drôle de guerre. Donc, il ne se passe rien en surface. Il y a des déclarations, on voit que le ministre iranien des Affaires étrangères est à Moscou, après avoir fait escale à Islamabad. Il va être reçu par Vladimir Poutine en personne. Oui, à Saint-Pétersbourg. C'est le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghi. Oui. Vous voulez qu'on l'écoute? Écoutons-le. C'est l'occasion idéale pour nous de mener des consultations avec nos amis russes au sujet des développements intervenus concernant la guerre au cours de cette période et de la situation actuelle et d'examiner ensemble l'état des lieux. L'approche des Américains a empêché le cycle de pourparlers précédent d'atteindre ses objectifs malgré les progrès réalisés avec leurs exigences excessives et les approches erronées qu'ils ont adoptées. Je pense à ceux qui nous écoutent. Ce ministre-là, il vit où en Iran? Il se réunit, il y a un conseil des ministres, c'est un gardien de la révolution, parce qu'on nous dit que le régime est par terre, il n'est pas par terre. Il porte une parole qui est représentative de la diplomatie iranienne. C'est qui ce monsieur? Alors, il y a une diplomatie iranienne. Il y a un vrai appareil diplomatique avec des gens qui ne voyagent pas tout seuls. Quand il était à Islamabad, il était 70. Mais c'est un gardien de la révolution. 70 autour de lui pour le conseiller, connaissant par cœur le dossier nucléaire, face aux 2 envoyés spéciaux. Est-ce que c'est un gardien de la révolution? Oui, bien sûr. Bon, ben voilà. Oui, mais il est très aguerri, ce ministre. Il a pendant des années... Donc le pouvoir n'est pas par terre. Le pouvoir n'est pas par terre. L'État continue, perdure. Oui, non, le pouvoir a été décapité. On ne sait pas très bien qui gouverne. On ne sait pas très bien qui tire les ficelles. C'est ça ma question. On a des idées. Attendez, vous me posez 2 questions à la fois. Il y a un État iranien. La preuve, il dialogue avec ses alliés traditionnels que sont, par exemple, la Russie et le Pakistan qui sert de médiateur. Mais ils ont pas mal de gens derrière eux. Ça, ce qu'on voit, l'importance de ça, c'est que l'Iran n'est pas tout seul. Il y a un axe anti-américain. Alors que les États-Unis sont assez seuls dans cette histoire. Le bénéfice de l'attentat, c'est de faire oublier pendant un instant aux Américains le désastre de la guerre. Même si je dois choquer une partie de l'auditoire, je dois vous avouer que cette guerre est véritablement pour l'instant est calamiteuse, n'a que des résultats négatifs. Et donc, l'attentat le permet de l'occulter pendant un instant et de remonter un peu la cote de popularité de Donald Trump. En revanche, côté iranien, ils sont bien. Sauf que tu as enlevé à l'Iran la possibilité d'avoir l'arme nucléaire quand même, Vincent Herouet. Tu dis qu'il n'y a que des conséquences négatives. Non. Moi, je n'ai pas appris que les lanceurs aient été tous liquidés. Je n'ai pas appris que les 440 kilos d'uranium enrichi étaient retrouvés. Je n'ai pas découvert non plus que l'Iran ait renoncé réellement pour une fois à accepter les enquêteurs de la IEA ou de livrer son matériel. 9h31. C'est raté. 9h31.
30. Je voudrais rebondir un peu sur ce que disait Vincent. La capacité de nuisance de l'Iran continue. Vous avez vu probablement ce groupe terroriste qui est né, qui s'appelle Ashab el-Yamin, c'est-à-dire les compagnons ou les gens de la droite, et qui cible tous les intérêts juifs et israéliens en Europe, notamment. Par ailleurs, si vous voulez voir ce que c'est que les négociations autour du nucléaire, il y a, pardonnez-moi de faire référence au système, sur Arte, une micro-série qui s'appelle The Deal, qui est extrêmement bien faite. Et là, vous voyez la différence entre un ministre négociateur et les gardiens de la Révolution qui le surveillent et qui l'empêchent de faire quoi que ce soit. Et c'est passionnant parce que vous avez l'Union européenne, les États-Unis et le Mossad qui travaillent dans l'ombre. Regardez, pour une fois, je recommande quelque chose sur Arte. C'est très bien, Arte. Oui. Enfin, très bonne série. Il y a de bonnes choses, mais... Très bon documentaire. Il y a quand même un wokisme affiché. Oui, bien sûr. Ah.